réfléchi et d'être discuté, puisque nous avons d'ores et déjà des mains qui se lèvent. Oui, monsieur. Alors moi j'ai une suggestion à faire à la question que faire, et ma suggestion c'est faire de la science dure, de la science dure, de la vraie science. C'est en étudiant s'il y a effectivement un réchauffement climatique dû à des gaz à effet de serre, ou s'il y a d'autres phénomènes physiques, parce qu'on peut rire et tout ça, mais c'est pas ça qui va faire basculer l'opinion. Il faut que les scientifiques qui se concentrent sur l'effet de serre et sa réalité, sur le réchauffement, les causes physiques du réchauffement et leur réalité, puissent se concerter et s'exprimer envers et contre tout. Alors, il y a deux niveaux de réponse. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez... C'est pas ça qui va changer. Est-ce que vous pouvez nous donner votre nom et ce que vous faites? Bon, ça n'a aucun intérêt ce que je fais. Non, mais parce que ça... je suis quelqu'un qui s'intéresse au climat, voilà. Donc il y a deux niveaux de réponse. Ici, disons pour les personnes présentes, parce que la question, la question que faire s'adressait surtout à qu'est-ce qu'on veut faire, d'une façon générale en tant que citoyen. Ça ne s'adressait pas directement aux scientifiques. S'agissant des scientifiques, effectivement, on pourrait aussi se poser la question comment sortir de cette nasse. Et ça, ce sera c'est en cours. Il y a des scientifiques, il y en a beaucoup, qui publient régulièrement, qui proposent des hypothèses alternatives, qui démontrent ce qui existe. Ce qui est intéressant au niveau scientifique, au niveau épistémologique, disons, c'est que la contestation, pour cette fois, ne vient pas seulement d'autres scientifiques un peu en marge, mais est venue aussi de la société civile. Des blogs, typiquement Steve McIntyre, ou éventuellement d'autres scientifiques, mais d'autres disciplines, qui ont agi sur la question. Effectivement, il y a beaucoup de climato-sceptiques qui sont un peu extérieurs, qui sont en marge. Il y a aussi les climatologues, évidemment, mais il y a des troupes qui viennent de l'extérieur, et c'est plutôt rare. Ça, c'est quelque chose de plutôt nouveau. La science, de toute façon, c'est quelque chose de long et de lent. On a affaire à quelque chose de compliqué. On ne doit pas croire, je crois, qu'on sait qu'il y a une hypothèse alternative qu'on connaît, qui est la bonne. Je crois qu'on doit plutôt faire preuve d'humilité. On peut chercher d'autres pistes, mais une réponse claire et unique, elle est encore à trouver. Et il y a des choses qui se font chez les scientifiques, en France notamment. Vous avez peut-être entendu parler du fait que l'Académie des sciences est en train de réfléchir à la possibilité de publier une opinion minoritaire sur la question du climat. Et c'est au moins, on ne peut pas dire qu'en France, on a été très à la pointe sur la question du climat, on a été plutôt suiveurs. Ce qui me semble, quand on voit ce qui a pu se passer ailleurs, vraiment la coordination des climato-sceptiques, l'écho qu'ils ont réussi à avoir dans les médias, comparé à ce qui s'est passé en France, on a été assez moutonnier, assez panurgique, mais on a quand même une Académie des sciences qui résiste, et ça, je crois que ça peut être, on peut le dire comme une fierté nationale, si vous permettez l'emphase. Oui. Alors, attendez. Oui, monsieur Bouteiller, oui. Pierre Bouteille-Grognard, comment peut-on sauver la face de ceux qui seraient conscients qu'ils sont dans l'erreur? La première chose à faire, à mon avis, ça prolonge, éviter les accusations, c'est s'interdire toute espèce de chasse aux sorcières. Ne surtout pas dire c'est bon, d'incompétents, on va les mettre à la porte. C'est la dernière chose à faire. D'abord parce qu'ils ne sont pas incompétents. Ce sont les scientifiques qu'on a. Et ça, c'est plutôt le travail du politique de faire ça. On y arrivera, je pense, en glissant sur autre chose. Tout simplement, en parlant d'un autre sujet. Et je ne pense pas qu'on verra, en tout cas je ne souhaite pas qu'on voit un jour la tête des climatologues au bout d'une pique, parce que on a besoin de tout le monde, c'est difficile, c'est objectivement difficile, et dans cette affaire, les scientifiques, comme souvent, se sont retrouvés dépassés par un jeu qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne dominent pas, et ils ont beaucoup cru, comme dans d'autres exemples par le passé, ils ont beaucoup cru que leur savoir technique les protégeait. C'est-à-dire qu'en réalité, ça ne protège que très peu quand la politique, l'idéologie et les représentations du monde entrent en jeu.
Oui, une au fond là-bas, oui. Oui. Vous parliez de Vincent Courtillot, et pour peut-être apporter un petit peu d'éléments de réponse à ce que le premier intervenant demandait, Vincent Courtillot explique assez bien qu'il y a d'autres facteurs qui doivent être pris en considération, notamment, mais pas exclusivement, le volcanisme. Le volcanisme, puisque la question est de ça, on constate qu'il y a une augmentation simultanée de CO2 atmosphérique et une élévation de température. Donc les écologistes en général, pour faire court, disent, vous voyez, c'est le CO2 qui est responsable du réchauffement climatique. La seule chose, c'est qu'ils confondent la cause et la conséquence. Alors c'est tout simple. Le CO2, il provient, le CO2 que nous respirons, une quantité colossale, 300 ppm, c'est-à-dire 3 mg par kilo d'air. Donc, ce CO2, il provient du volcanisme, c'est-à-dire des entrailles de la Terre à des époques très anciennes. Et sans ce CO2, d'ailleurs, qui est considéré comme un gaz excessivement toxique, nous ne serions pas là ce soir pour discuter. Donc le CO2 entre dans le cycle du carbone et par la photosynthèse, etc. J'arrête. Ce CO2, alors il faut savoir également que le volcanisme... Vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît. Oui, non, mais c'est simplement une réponse, s'il vous plaît. Si vous me permettez 2 secondes, allez, 1 minute. Ce CO2 et le volcanisme est surtout sous-marin, notamment au niveau des plaques donc au milieu des océans. C'est 90% du volcanisme. Et il y a forcément un dégagement très important, majoritaire, de CO2 et de vapeur d'eau, on est d'accord. Le CO2 se combine à l'eau pour former des ions hydrogénocarbonates, et c'est une réaction à l'équilibre, c'est-à-dire lorsque la température augmente, le CO2 se dégage, et c'est exactement ce qui se passe actuellement. Il y a un phénomène de réchauffement, mais ce n'est pas le CO2 qui en est à l'origine, c'est le CO2 qui en est la conséquence. Excusez-moi d'avoir été trop long. Vous en prie. Une autre réaction, oui, Garrigue, et puis il y avait quelqu'un par ici. J'ai une question et une petite remarque. La question, c'est quand on interroge le GIEC sur l'arrêt du réchauffement, il n'en nie pas la réalité, il l'appelle le hiatus pour montrer que ça va repartir, et 2, il vous donne une explication très simple et très claire. La chaleur s'est brusquement réfugiée dans les océans à partir de 1998. C'est pourquoi ça ne se réchauffe plus, mais le problème est toujours là. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation ? Quant à ma remarque, juste en quelques instants, elle revient à dire qu'en fait, on est dans la main du destin, parce qu'aujourd'hui, on a une divine surprise qui est l'arrêt depuis 18 ans du réchauffement, mais dans les 3 ans ou 5 ans qui viennent, si ce plateau se poursuit, ou même si on se mettait à baisser, on dirait au GIEC combien d'années faut-il pour décider que le problème est résolu, mais si ça repartait très fort dans 2 ans ou dans 3 ans, on est foutu, on n'a plus qu'à fermer boutique. Bon. Alors, oui, bon, j'ai pas de boule de cristal. Je ne sais pas le temps qu'il fera l'an prochain, ou dans 2 ans, ou dans 10 ans. J'ai du mal à croire que... effectivement, ça peut se remettre, ça peut repartir à la hausse. 2014 a été chaude, 2015 sera sans doute aussi, parce qu'on a un El Niño, et on sait qu'il va y avoir une petite hausse les prochains temps, d'un an peut-être encore. J'ai du mal à croire que ça va être suffisant pour rattraper le retard des modèles. On est très loin de la hausse qui est la vitesse est très insuffisante. Et c'est bien penser que le siècle avance et que il y a de moins en moins de temps pour atteindre les réchauffements annoncés. Et là, il va falloir que la Terre commence à se dépêcher pour rejoindre les prévisions du GIEC. Alors la première voie sur la chaleur, effectivement. Donc la chaleur, a décidé d'être timide, on est parti de 98, c'est caché. C'est caché sous les océans et on ne la trouve plus. Alors en fait, on ne l'a pas vu passer. C'est-à-dire que
à un moment, si elle s'est mise sous les océans, on aurait dû la voir passer quand même sur les couches superficielles de l'océan, on ne l'a pas vu passer. Et on pense qu'elle est là, mais c'est tout. Alors on a commencé à dire qu'elle était dans le Pacifique, on n'a rien vu, alors maintenant elle est dans l'océan Indien, paraît-il. C'est sorti il y a quelque temps. On pense qu'elle est dans l'océan Indien. Pour moi, c'est possible. Hein. Je ne dis pas que c'est pas possible. C'est juste que la science, ça avance lentement. Ça n'est pas une annonce fracassante toutes les 3 semaines. C'est des incertitudes, des choses qui ne sont pas très tranchées, surtout sur une question comme le climat. Et, la chaleur manquante, disons, c'est une piste, je dirais, normale à étudier quand on croit à cette histoire, quand on croit à ce que dit le GIEC. C'est une piste normale. Et c'est normal et sain, quand vous adhérez à une théorie, vous essayez de la garder. Le problème n'est pas là, le problème n'est pas tellement qu'il y ait des gens pour croire ce que dit le GIEC et des climatologues pour suivre ce discours-là, c'est normal, la science marche comme ça. Le problème c'est surtout quand on empêche, ou quand on prétend avoir tout compris et qu'on prétend empêcher l'expression d'opinions dissidentes. Il est surtout là le problème. Qu'on cherche une chaleur manquante pour sauver une théorie scientifique, c'est parfaitement normal. De mon point de vue, je ne vois pas d'obstacle, d'inconvénient a priori. Oui. J'ai une question à vous poser sur ce que j'appelle le message secondaire ou le message final. Vous m'entendez ? Oui. Vous avez appuyé sur votre micro ? Un certain nombre de scientifiques ont affirmé ou démontré qu'il y avait un réchauffement climatique. Un certain nombre de scientifiques ont démontré ou affirmé que ce réchauffement était lié à l'augmentation des activités humaines, donc l'augmentation du dégagement des gaz à effet de serre. Et la conclusion, ou le message secondaire, ou le message final de tout ça, était de dire il faut réduire la consommation d'énergie fossile. Moi j'approuve plutôt la conclusion. Je n'avais pas d'opinion très tranchée sur les 2 premières affirmations, mais voilà, j'approuvais plutôt la conclusion. Vous dites, votre démonstration était assez brillante. En fait, le réchauffement, il n'a pas tellement eu, plus ou moins, mais ça s'est corrigé. Et l'activité humaine n'a pas grand-chose à faire là-dedans. Alors, quelle est votre conclusion ? Il faut continuer comme... Je comprends très bien votre démonstration, mais je n'arrive pas à dégager une conclusion de votre démonstration. Autant la conclusion faite sur 2 affirmations peut-être erronées, qu'il n'y a pas de réchauffement, et que ce réchauffement est lié à l'activité humaine, doit conduire à la baisse de consommation des énergies fossiles, ça j'ai très bien intégré. Mais quand vous dites que tout ça est faux, la conclusion, c'est quoi ? Alors, je pense justement qu'il ne doit pas y avoir de conclusion. C'est-à-dire que peut-être a-t-on intérêt par ailleurs à diminuer notre consommation d'énergie fossile, mais si c'est le cas, il faut le défendre avec les bons arguments. Et pour moi, le climat n'est pas un bon argument. Je n'ai pas la prétention de déduire un message politique de la question du climat. Un message ? Non, pourquoi ? Enfin, je ne me sens pas en droit j'ai pas envie de profiter de l'occasion, si vous voulez. J'ai pas envie de... voilà, attends, je vous ai convaincu sur quelque chose, et puis tac, je glisserai une opinion personnelle sur un autre sujet. Pour moi, la question des énergies fossiles, ça doit être un autre sujet. Ce serait le même sujet, effectivement, si c'est un peu le même sujet si on adhère aux théories du GIEC, mais si on n'y adhère pas, ces 2 sujets perdent leur lien, et il n'y a pas de conclusion à donner. Je ne prétends pas... définir la politique énergétique, les problèmes de pollution. Pour moi, c'est autre chose. C'est pas de la science. Si vous voulez qu'on diminue la consommation d'énergie fossile, utilisez d'autres arguments que le climat. Voilà à mon avis, la seule conclusion que je puis... La conclusion. D'accord. Alors, monsieur Rito, donc d'abord, merci pour cet exposé que j'ai trouvé effectivement très intéressant. Il y a peut-être 2 points sur lesquels... je vous propose d'approfondir votre propos, puisque je l'ai trouvé un tout petit peu moins convaincant. Sur la question du rapport français dont vous avez parlé, en disant qu'on ne doit pas nécessairement aller jusqu'au GIEC et on peut s'en prendre à tel ou tel rapport national, je pense que ce que vous dites est vrai quand vous dites qu'effectivement tout le monde s'en fout de ce rapport et que personne ne l'a lu. Mais la difficulté, si vous voulez, selon moi, c'est que ce type de rapport qui sert très justement, vous l'avez dit, en réalité à mettre en avant une seule statistique, l'élévation de température, je crois que c'était 5.3 dans cet exemple, tire sa validité ou sa légitimité symbolique des rapports du GIEC. Tous ces rapports nationaux et locaux, pourrait-on dire, ou provinciaux à l'échelle du monde, tirent systématiquement leur légitimité des rapports du GIEC, par référence directe et dans la conscience, je dirais, populaire. Et donc, ne pensez-vous pas que finalement, tant qu'on laissera
l'animal principal, c'est-à-dire le GIEC, prospérer, nous serons toujours perdants dans le long terme. Parce que là, supposez même qu'on parvienne à montrer que tel ou tel rapport national est empreint d'une erreur, on nous dira toujours, écoutez, c'est un détail, puisque fondamentalement, il y a les rapports du GIEC qui établissent la véracité, je dirais, ou la vérité de la tendance d'ensemble. Deuxième point sur lequel vous pourriez peut-être préciser le propos si je vous ai mal compris, c'est que vous dites que finalement tout ça c'est de l'agitation et qu'on est en train d'en sortir. Je ne suis pas d'accord. Nous, ici, en Europe, nous avons déjà aujourd'hui adopté toute une kyrielle de régulations, directives, règlements, qui nous coûtent horriblement cher chaque jour qui passe, pas simplement parce qu'on subventionne le renouvelable, mais parce qu'on empêche les gens de faire ceci, de faire cela. Donc nous sommes déjà dans des coûts qui sont pour nous, Européens, enfin je ne peux pas dire l'Occident en général, parce que le cas américain, comme vous le savez, est légèrement différent, qui sont déjà exorbitants. Donc on ne peut pas simplement parier, à mon avis, sur l'épuisement du phénomène. Le phénomène s'épuisera si nous le tuons, finalement. Donc il y a un acte volontaire à prendre. Non, on parle de personne, on parle d'un phénomène. Il y a un acte volontaire, à mon sens, qui est à prendre. Voilà les deux points sur lesquels je vous propose éventuellement d'approfondir. Mon propos d'un mot rejoint très largement. Il faut prendre un micro. Rejoint très largement ce qui vient d'être dit. Est-ce que un des éléments de la riposte à ce catastrophisme n'est pas de montrer le coût, de mesurer le plus précisément possible le coût des mesures qu'on nous prépare, n'est-ce pas, et qui, d'une manière ou d'une autre, sont des mesures, sont des politiques de décroissance. Est-ce que ce n'est pas, et dans l'encyclique, par exemple, du pape, c'est très clairement la voie qui est montrée. Il faut aller vers la décroissance. Bon. Alors, sauf peut-être pour quelques Africains dans l'esprit du pape, mais sinon, il faut les... Alors, est-ce qu'une riposte ne serait pas de montrer qu'il y aurait là aussi une catastrophe ou une série de catastrophes venant des politiques qui nous sont ainsi proposées? Alors, 3 questions. Donc d'abord sur la question du rapport français et sur l'idée que le GIEC compte avant tout. Je ne suis pas contre qu'on se batte sur plusieurs fronts. Simplement, je crois que là, je m'adresse à vous qui êtes ici et je ne parlais pas en général. Et il y a déjà beaucoup de gens qui se préoccupent du GIEC, de par le monde, qui lui disent sont faites ici et là. Il y a tout un tas d'organisations. Donc on peut aussi remettre une louche, c'est sans doute à faire, je ne suis pas contre. Mais on a aussi, disons, une fenêtre de tir, si je puis dire, un peu plus spécifique et qu'on a un peu négligée. C'est surtout là-dessus que je veux mettre l'accent. Bien sûr, je ne prétends pas qu'on doit tout arrêter pour regarder le 5e volume qui est paru en février dernier. Évidemment, là, le champ de bataille est pluriel, mais je trouve qu'on néglige un peu cet aspect-là des choses, alors même que ça ne serait pas difficile de dire. Enfin, là, le rapport, ce que je vous ai montré là, ça n'a rien de difficile. Il y a plein d'autres choses à redire dessus. Et évidemment, il faut arriver à se faire entendre, mais ça peut être assez efficace, parce que si, quand même, les 6 meilleurs climatologues français peuvent pondre un rapport comme ça jette quand même un certain doute un peu plus général. Même si, évidemment, ils ont une solution de repli, ils peuvent toujours, oui, mais vous comprenez, c'est assis sur des modèles très performants, c'est assis sur l'expertise, etc. Mais c'est juste un front qu'on devrait considérer, parce qu'il me semble assez facile et assez intéressant. Ensuite, sur les coûts. Oui, alors évidemment, ça a un coût. Mon propos n'est pas de dire que c'est pas grave et qu'on en est sorti. Si vraiment je pensais que c'était pas grave et qu'on en était déjà sorti, je serais pas là à vous parler, je serais pas en train de militer comme je le fais. Je me plaçais plutôt dans le temps long. Pas dans le temps à l'échelle de l'année ou même des 5 ou 10 ans à venir. Je passais plutôt dans le temps de la science, disons dans le temps de 30, 40, 50 ans, où là, il me semble, mais bon, je n'ai pas de boule de cristal, je peux me tromper là aussi, on voit quand même les prémices d'un effondrement à plus ou moins long terme, même si on ne sait pas exactement la forme qu'il prendra. Effectivement, pour ce qui est de que faire dans l'immédiat, de façon tactique,
Effectivement, mettre l'accent sur les coûts, ça semble une bonne idée, parce que on nous dit souvent, oui, bon, ça coûte rien, enfin, on peut toujours réduire le CO2, ce principe de précaution, de toute façon, ça coûte rien, et ce sera tout, et si ça marche, tant mieux. Et effectivement, on a systématiquement tendance à oublier que faire quelque chose, ça n'est jamais gratuit, que ça a un coût, que le coût peut être élevé. Ça, je le laisse plutôt aux économistes. C'est un peu plus loin de ce que je fais, mais j'adhère évidemment pleinement. Vous voulez poser une question, justement. Oui. Denis Prudhomme, économiste justement. Je voulais soulever deux problèmes. Le premier, c'est celui qui a été soulevé des implications économiques, parce que ce sont des implications directes. Et vous semblez suggérer que le problème est purement un problème de science et de pseudo-science, ce qu'il est, bien entendu. Mais s'il s'agissait que de ça, on ne serait pas là. Le problème est que ça a des conséquences qui sont à la fois économiques et aussi des conséquences qui sont sociopolitiques. Alors les conséquences économiques, ce n'est pas des problèmes à 5-10 ans, c'est qu'aujourd'hui, l'aide étrangère des pays développés vers des pays en développement interdit le financement de centrales électriques au charbon. La France a interdit, et elle-même l'agence qui garantit des prêts a obligation de refuser de garantir des prêts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des Indiens ou des Africains qui sont privés d'électricité et donc de développement à cause de tout ce dont on parle. Donc on ne peut pas passer ça sous silence et le jeter sous le tapis en disant on a un problème de science, de pseudo-science qui va bien finir par se régler. Et puis il y a un deuxième inconvénient qui m'apparaît extraordinairement grave, c'est que pour peut-être la première fois par rapport à tous les exemples que vous avez donnés, on a une science qui est officielle. Et le problème du réchauffement, ce n'est pas tellement le problème de ce que les climatologues disent, c'est le problème de ce que tous les gouvernements répètent. Il n'y a pas dans tous les pays développés, pas les pays en développement qui disent exactement le contraire, bien entendu, mais dans tous les pays développés, les gouvernements reprennent à leur compte systématiquement toutes ces sottises. On voit des tas de documents disant des contre-vérités extravagantes qui ont le timbre du ministère de l'écologie et même le timbre du ministère de la recherche. J'ai vu ce rapport publié récemment qui expliquait qu'on peut avoir 100% d'électricité à partir du renouvelable. Il y a le timbre du ministère français de la recherche sur ce rapport. Et quand on voit le développement de la violence, des menaces, du chantage dont vous-même vous êtes la première victime, on voit, et depuis 3-4 ans, j'ai l'impression que le tempo de cette arrogance, de cette intolérance est en train de s'accélérer d'une manière qui devient franchement inquiétante. On est en plein maccarthisme, en plein lysenkisme, et le lysenkisme, c'était pas un problème de science uniquement, c'était bien un problème sociopolitique. Et donc quand vous nous dites qu'il faut prendre ça en rigolant, ce qui est vrai, parce qu'il y a de quoi rire, d'ailleurs, on a tous les jours de bons exemples, et on vous remercie de nous en donner un chaque semaine, qui sont tous plus hilarants les uns que les autres. Ce qu'on vient d'en rire, on devrait en pleurer, et il y a tout de même cette double dimension économique et sociopolitique qui est franchement inquiétante. Alors, je suis d'accord avec ce que était l'essentiel de votre propos. J'ai pas pu parler de tout. On pense que fallait faire des choix. J'ai enlevé beaucoup de diapos complémentaires sur d'autres choses. Où, effectivement, encore une fois, je suis pas économiste, je ne me suis pas intéressé à cet aspect-là économique. Ça me semble très bien. Ce que vous dites rejoint en revanche ce que je disais. Quand je parlais du rapport sur le climat en France, vous parlez de rapport sur les renouvelables. Là, on est vraiment dans le production français, là, dans
agissons localement. Donc on est assez d'accord. Là, on est rentré dans la sottise. Voilà, mais ça c'est efficace. Je pense que ça peut être effectivement efficace. Il y a plusieurs aspects. L'aspect moi qui m'a intéressé, je ne dis pas que c'est le seul valable, c'est plutôt un aspect intellectuel et épistémologique. Mais encore une fois, c'est pas parce que j'ai pas parlé de telle et telle chose que ça ne m'intéresse pas. Et si ici dans l'assistance il y a une taupe du GIEC qui se prépare à faire un compte rendu déplaisant, il aura évidemment plein de choses à dire parce que j'ai pas donné toutes les courbes qui existent, que j'aurais dû donner la courbe du CO2 qui augmente, j'aurais pu comparer. Obligé évidemment de cibler. On ne peut pas tous tout faire. Je pense qu'on doit chacun, disons, à sa manière, choisir l'angle sur lequel on va travailler. Qu'il y ait un angle économique, c'est évident. Et on va voir qu'il y a des économistes ici, c'est très bien. Mais je pense, pour ma part, qu'il y a aussi une dimension épistémologique, il y a aussi une question de représentation collective et la nécessité de faire face à la peur par le rire. Ça me paraît une stratégie qu'on ne pourra pas contourner. Parce que si on laisse la peur s'installer, on aura beau dire mais non, c'est pas de ça dont il faut avoir peur et c'est d'autres choses. Les taxes carbone, elles iront sur autre chose. La disposition générale restera à des comportements économiquement incohérents. Oui, deux questions, une sérieuse et l'autre qui ira peut-être un petit peu dans le sens du rire que vous préconisez. La première question, est-ce que l'écologie n'est pas l'une des plus fantastiques et des plus modernes armes de culpabilisation qui vise à instaurer un phénomène et un sentiment de redevabilité? Finalement, vous respirez mon air, donc vous me devez de l'argent. Et puis sur un autre registre, je souhaiterais savoir où nous en sommes à propos, au niveau du paix des vaches, qui il y a quelques années nous avait pas mal préoccupés. Et sachant que l'être humain émet en moyenne, les chiffres sont variables, sachant que l'homme émet en moyenne 7 P par jour et que nous sommes quelque peu plus nombreux que les vaches, je voudrais savoir si une étude a été conduite dans le sens de la quantification de la destruction de l'air, autant que de la couche d'ozone, pas de la couche de conneries, là on est tranquille, par l'être humain. Et donc s'il y a eu une quantification, et comme, mais je parle sous votre contrôle, la vache, autant que l'être humain, me semble être des vivants qui ne datent pas d'hier, est-ce que la problématique climatologique ne serait pas déjà du réchauffé? Alors sur l'écologie, je crois qu'on doit apprendre à distinguer, ça n'est pas encore fait, mais c'est comme pour astronomie et astrologie. On doit distinguer entre deux termes. Il y a l'écologie et il y a l'écologisme. L'écologie, c'est une science. L'écologisme, ça peut être une pseudo-science, mais c'est plutôt une idéologie. Et bon, j'imagine que votre question portait plutôt sur l'écologisme. Et effectivement, il y a l'écologisme aujourd'hui n'a plus tout à fait le même sens que ce qu'il avait il y a 50 ans. C'est plus du tout l'écologisme de papa est un peu mort, et on a un écologiste qui aujourd'hui effectivement apparaît comme beaucoup plus coercitif et pessimiste et punitif, alors qu'avant il était davantage tourné vers une sorte de conservation un peu sacrée. Donc il y a effectivement un mouvement dans ce sens. Est-ce que c'est une sorte de vaste conspiration avec le faux nez de l'écologisme? Encore une fois, c'est possible, je veux bien qu'on me le démontre, mais honnêtement je ne crois pas, parce que si vraiment ce n'était qu'un moyen caché de nous imposer ceci ou cela, ça ne marcherait pas si bien. Il y aurait plus d'opposition. Et si vraiment il peut y avoir autant... C'est quand même assez frappant, hein, l'union sacrée autour de ça, c'est l'union politique, l'union médiatique, dans l'éducation nationale, même dans la publicité, c'est partout. C'est à mon sens que c'est pas juste une dizaine de riches et influents hommes de l'ombre qui ont pu faire ça. Je pense que c'est simplement que ça résonne dans nos représentations collectives, c'est quelque chose de profond, et donc il me semble utile d'essayer de comprendre pourquoi c'est là, et qu'est-ce qui résonne en nous pour que ça marche aussi bien, et pourquoi le climat, par exemple, et pas autre chose, alors que les candidats, les théories candidates à l'apocalypse, il y en a eu plein, il y en a d'autres, ça s'est mis sur celle-là. Je pense que c'est intéressant et important
d'essayer de le comprendre. Alors pour le PD-vache, je vous avoue que il y a longtemps que j'ai pas regardé les questions. C'est plutôt le RO, paraît-il, que là. Parce que, bon. Ça a été grossièrement exagéré. Monsieur Bredin. Je pense qu'il y a suffisamment d'arguments scientifiques à développer pour convaincre. Moi, j'observe autour de moi, même à des gens qui n'ont pas de formation scientifique, qu'au fond, il y a un certain scepticisme sur les affirmations de M. Jouzel ou bien de notre président de la République. Hein. Moi, je suis effondré de voir, quand je regarde la chaîne parlementaire, l'audition de M. Nicolas Hulot devant des sénateurs BA qui sont en train d'écouter le message de M. Hulot qui leur explique que maintenant, tout le monde est d'accord que les climato-sceptiques ont disparu. Et comme s'il n'y avait plus d'arguments scientifiques alors qu'on n'en a jamais eu autant. Et d'autre part, donc je pense qu'il faut arriver à convaincre que le GIEC n'est pas un organisme purement scientifique, mais que, à la base, c'est d'ailleurs le GIEC, la fameuse traduction, tout le monde le sait, hein, c'est l'IPCC, qui a été traduit en GIEC, en introduisant le mot d'expert. Mais il faut savoir que le GIEC est mené par une équipe de 25 ou 30 militants scientifiques et militants en même temps, qui arrivent à réunir autour d'eux des gens qui sont bombardés climatologues, alors qu'en réalité ce sont des gens qui ont une spécialité. Par exemple, des entomologistes à qui on dit « Monsieur, dites-moi ce qui va se passer si la température à Paris augmente de 5 degrés. » Alors on va vous dire, vous allez avoir les moustiques de la dengue et du chikungunya qui vont arriver à Paris. Grosse panique, vous voyez. Donc il faut arriver, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, il faut revenir à des arguments scientifiques. Les gens ne sont pas idiots. On peut leur expliquer et leur dire, voilà ce que nous voyons, nous, qui avons essayé de réfléchir au climat, qui au départ étions sensibles aux thèses du GIEC quand ça a démarré, et qui avons compris de plus en plus qu'il y a derrière tout ça de la tricherie, des manipulations statistiques, etc. Et ensuite, il faut déconstruire le discours des politiques. Et là, c'est pas trop compliqué quand même. Quand vous voyez que le 26 février 2015, Monsieur François Hollande, accompagné de Marion Cotillard, aux Philippines, déclare que si on ne fait rien, la température va augmenter et que ça va provoquer des choses épouvantables comme les tremblements de terre et comme les tsunamis. Alors quand on en arrive là, vous voyez, quand les bancs sont franchis, il n'y a plus de limite. Et moi je dis, pourquoi pas non plus le basculement de la Terre sur son axe. Vous voyez, ou alors le changement de l'orbite de la Terre autour du Soleil. On arrive à des choses tellement absurdes que là, il faut quand même se réveiller. Hein, on ne peut pas se contenter de rire il faut rentrer dans la science dure parce qu'on a affaire à des gens qui ont la légitimité de la science. Mais en réalité, ils ne représentent qu'une minorité de scientifiques qui sont aidés d'une troupe de suiveurs comme des moutons qui maintenant n'osent plus se prononcer parce qu'ils savent très bien que s'ils la ramènent, ils vont avoir des problèmes dans leur carrière, ils vont avoir des problèmes dans leur université avec leur crédit, ils ne vont plus avoir accès aux médias, etc. Il ne faut pas avoir peur. Moi je dis, vous savez, si le pape François, qui est un pape issu de la base, a rédigé une encyclique qui aurait pu être rédigée dans certaines parties par Greenpeace, moi je dis, écoutez donc le pape Jean-Paul II qui disait « N'ayez pas peur ». Merci. On va peut-être prendre une dernière question. Ce que nous venons d'entendre était une excellente conclusion, mais comme l'heure tourne, je vais prendre une dernière question là-bas en face de vous, et puis vous y répondrez, et puis ensuite nous remercierons tout le monde, l'orateur, tous les intervenants qui ont aussi considérablement enrichi le débat.
Ah, il y a encore une question ici. Alors attendez. Alors, monsieur là-bas, oui. En fait, actuellement, à l'Institut Pasteur, un groupe de chercheurs est en train de faire l'inventaire des conséquences biologiques du réchauffement climatique. C'est d'ailleurs à cette occasion qu'ils ont invité Vincent Courtillot à faire une présentation, mais de géophysicien. On ne peut pas nier, je crois que personne ici le nie, mais il faut qu'on soit bien d'accord, on ne peut pas nier qu'il y ait un réchauffement climatique. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas attribuer, on ne sait pas s'il y a une contribution de l'homme à ce réchauffement climatique, et de toute façon, s'il y a une contribution, elle est très probablement très faible et marginale. Il ne faut pas non plus se faire traiter de climato-sceptique. Chaque année, je vais au même endroit à la Mèche, donc Alpes du Sud. Chaque année, je constate qu'il y a un recul des glaciers à l'œil nu. Et je vais sur les glaciers et je constate effectivement qu'il y a un recul. Donc, il faut faire très attention à ce genre de choses. Et par ailleurs, pour rebondir sur ce que disait le dernier intervenant, il y a aussi, il ne faut pas non plus que nous, qu'on imagine que nous nions les problèmes de pollution. Les problèmes de pollution sont réels, ils sont même inquiétants. Nous sommes dans un univers fini, mais il se trouve qu'il ne faut pas nous accuser, nous, l'homme, par nos activités, d'être le responsable de ce réchauffement climatique. Le CO2, ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique, c'est une conséquence. Excusez-moi. Une dernière intervention qui était... Oui, monsieur. En fait, c'est juste un petit point de vue différent. Hein. Je suis moi-même géophysicien, donc je connais les travaux de Vincent Courtillot, et avant lui aussi comme directeur de l'Institut de physique du Globe de Paris, Claude Allègre. Eh bien, je suis étonné que personne ne regarde vraiment en arrière dans le temps. Nous sommes en interglaciation. Ok. Mais ça va se finir. Hein. Ça va se finir rapidement. Nous ne savons pas quand exactement. Nous ne pouvons pas savoir quand exactement. Mais ça va se finir. Et à ce moment-là, ça sera des 20-25 degrés en moins. Et dans cette interglaciaire que nous connaissons, il y a eu 5 périodes un peu plus chaudes, et plus chaudes que maintenant, et 5 périodes un peu plus froides, dont celle de ce qu'on a appelé le petit âge de glace, qui n'était pas un petit âge de glace, évidemment. Mais vous avez parlé du recul des glaciers, c'est seulement le retour après le petit âge de glace. Il n'y a... Les glaciers terrestres n'ont rien à voir avec les grands mouvements de température qu'il pourrait y avoir. C'est l'intégration de choses qui sont à une certaine échelle, mais ça ne veut rien dire pour le futur. Soyez très attentifs à ça. Bon, vous avez limité votre exposé au dernier siècle, essentiellement. Si vous regardez sur 15 000 ou 100 000 ou 3 millions d'années, c'est pas du tout la même chose que vous aurez. Hein. Donc, attention, nous géophysiciens, si j'ose dire, puisque je suis peut-être le seul géophysicien ici, ça fait 2 siècles qu'on ne croit pas, qu'on ne croit plus à l'hypothèse d'Arrhenius, comme quoi le CO2 aurait un effet sur les températures. Mais oui, tout était faux là-dedans. Ça fait 2 siècles qu'on sait que c'est faux. Voilà. Bon, ok. Excusez-moi. Un dernier mot?
Écoutez, merci à tous. Merci effectivement d'avoir enrichi ce débat. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de travail pour ceux qui veulent s'y mettre. Donc il y a du travail pour les scientifiques qui continuent à le faire. Il ne faut pas croire que les scientifiques n'essayent pas de faire valoir le point de vue. On connaît Vincent Courtillot, mais il y en a beaucoup d'autres de par le monde. Et puis il y a du travail pour des économistes, pour d'autres scientifiques, et pour des simples militants. Écoutez, merci à tous. Merci à tous ceux qui sont intervenus. Je crois que nous avons eu une discussion extrêmement intéressante et enrichissante en allant plus loin. Et merci encore.